Hello. L'opinion biba ila bilo kolia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Pera, nazo revete. Nazo nakati États-Unis. Balobi plus précisément nakati ya Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Face à face, un nouveau numéro. Je reçois aujourd'hui Maître Arlette Odia, cette dame brillante, intelligente, qui va aujourd'hui nous parler de beaucoup de choses en même temps. Il faut rappeler qu'elle non seulement qu'elle est avocate, mais elle est actrice, je vais dire politique, mais dans la société civile maintenant. Elle n'appartient pas à un camp politique, elle est société civile. On va débattre, discuter, échanger sur des questions d'actualité. On commence par la CENI. Madame Arlette, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vous appelle Madame Odia ou Maître Odia? C'est quoi l'appellation qui vous convient? Je pense que les deux me conviennent et c'est à celui qui est en face de moi de choisir ce qui lui convient aussi. Aujourd'hui, on va essayer avec Maître Odia et quand ça me plaira le moins, je dirai Madame Odia. Voilà. Alors, Madame, on parle de la question de la CENI. C'est vrai qu'il y a toute une panoplie de choses. Il y a vrai qu'il y a un grand, vraiment, on va dire, une sorte de tohu-bohui. Il y a beaucoup de choses en même temps. Mais quelle est votre perception sur la manière dont la CENI, elle est en train d'être conduite ou la manière dont les choses sont en train d'être conduites dans la CENI? L'impression que j'ai, à titre personnel, c'est qu'on veut un peu renier notre passé. Quand je parle de on, je vois essentiellement la pièce maîtresse de cette opération, de ce processus, qui n'est autre que l'Assemblée nationale à travers son président. Ce pays a un passé du point de vue électoral. Déjà, avant que l'on arrive aux cycles électoraux, il y a une histoire. Cette histoire qui a amené la classe politique, la classe sociale à signer le pacte républicain de Sun City. On a organisé de quelle manière nous voudrons que les élections se passent dans notre pays. S'agissant de la CENI,
il a été convenu entre forces vives de la nation, je l'ai dit, des sociales et politiques, de mettre en place une CENI avec autant de composantes dont les membres devraient constituer cette centrale électorale. Et essentiellement, le président de la CENI devrait venir de la société civile sous composante confession religieuse. Mais, à ce jour, avoir la manière dont le président de l'Assemblée nationale conduit les choses, l'impression que l'on a, c'est que les politiques veulent encore récupérer la désignation du président de la CENI. Alors, on va rester dans les impressions, comme vous dites, mais en tant qu'intellectuel, on va percer les impressions pour trouver le cœur du problème. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à M. Mbosso? Mais le fait de mettre la commission paritaire, là n'est encore pas le péché, parce que c'est organisé par la loi. Mais là où le torchon brûle, c'est par rapport aux attributions qui ont été données à cette commission, qui ne sont pas celles prévues par la loi. Lesquelles? La loi voudrait que la commission se charge d'étudier les dossiers des personnalités désignées de manière indépendante par les composantes. Oui. C'est-à-dire que si au niveau de la composante ou sous-composante confession religieuse, il est déjà désigné un candidat. On va prendre Denis Kadima, par exemple. Les pères religieux conviennent, soit par voie de consensus, soit par voie de vote, que ce soit lui. Et au niveau de la commission paritaire, c'est comme une procédure de conformité. Essayez de voir si le candidat qui a été désigné par la composante indiquée respecte toutes les conditions prévues par les textes. Mais en ce moment, puisque jusque-là, les partisans ou les membres de la sous-composante confession religieuse ne se sont pas encore mis d'accord, la commission paritaire voudrait s'arroger les attributions de la société civile. C'est ainsi que nous... Selon vous, cette commission paritaire doit faire quoi exactement? Parce que j'ai compris l'explication, mais au cas où il n'y a pas consensus, par exemple, il n'y a ni consensus, il n'y a pas de vote. La commission paritaire n'a pas sa raison d'être, selon votre entendement. Disons, le travail pour regarder la conformité des choses, elle n'a pas sa raison d'être. Les lois dans un pays ou dans une société, soit on les respecte, soit on les change. Parce qu'après avoir voté de loi, on doit faire un suivi pour voir si elles s'adaptent aux réalités de la société dans lesquelles elles sont régies. Et qu'à ce jour, la loi organise que les présidents de la société civile le président de la CENI proviennent de la sous-composante confession religieuse. Nous sommes précisément à l'étape où 6 ont un candidat, 2 autres, je ne dirais pas ont un candidat, mais ne veulent pas du candidat des 6. Mais tout en ayant aussi leur candidat. Oui. Il y a une proposition qui vient de l'Église catholique et de l'ECC. Avant d'aller dans l'Église catholique, d'abord revenons sur la charte. Que dit la charte? Selon eux, ils disent ceci. Ils se sont entendus sur 2 moyens. Vous l'avez si bien dit, le consensus ou le vote. Le consensus, ça veut dire les 8 arrivent à avoir un seul candidat. Ils se mettent d'accord, c'est un consensus. Mais si 6 sont d'accord et que 2 ne le sont pas, ils passent au vote. Mais ici, nous sommes dans une situation où l'Église catholique et l'ECC ne veulent même pas aller au vote. C'est ça le plus grand problème. Oui, c'est ça la situation. Maintenant, il faut réfléchir d'abord sur le pourquoi ils ne veulent pas aller au vote et que s'il y a toujours pas possibilité de vote, comment régler la situation. Oui, allez-y. J'ai entendu le secrétaire général de la SENCO, l'abbé Chollet, dire qu'ils ne veulent pas déjà aller au vote avec ce qu'eux considèrent comme un candidat inéligible. Parce qu'ils ont de raisons de douter du manque d'indépendance du candidat proposé par les 6 confessions religieuses, c'est-à-dire le candidat Denis Kadima. Pour eux, les conditions ne sont pas favorables au vote. Comme lesquelles conditions? Mais ils ont parlé de l'indépendance qui fait défaut. Ils ont dit que, à tort ou à raison, on est en train de rapporter ce que eux pensent ou ce que eux présentent comme moyen. Ils disent qu'ils ont des éléments qui leur poussent
ou qui leur permettent de douter de l'indépendance du candidat proposé par les autres. Et la solution, c'est Et la confession religieuse aussi de Lokamba a demandé à M. l'abbé Cholet et à M. Outembi de prouver ces éléments-là, de le montrer les éléments qui vous prouvent que l'indépendance est entamée. Mais depuis qu'on a demandé jusqu'à aujourd'hui, aucun élément n'a été rapporté. Vous savez, Le seul il y a un élément qui est élément. resté, c'est il est Louba, il est Kassaïen, et point barre, on s'arrête là. Je crois avoir vu autre chose, au-delà du fait que on pourrait dire de lui qu'il soit kassaïen et tout. Ok, quoi d'autre? On croit avoir tous vu un document du mécanisme national de suivi de l'accord sur lesquels Denis Kadima aurait intervenu, non pas comme expert, parce que pour experts, on a indiqué qu'ils étaient des experts. Oui. S'agissant de Denis Kadima, à moins que ces documents soient considérés comme étant un faux, mais jusque-là, ça n'a pas été le cas, on a bien indiqué qu'il était le chef d'équipe. Pourquoi pour lui, on n'avait pas indiqué que c'était un expert? Je ne comprends pas le lien. Pourquoi s'il était chef d'équipe, commission de suivi, pourquoi ça... Quelle est l'indépendance? Je ne vois pas en quoi est-ce que l'indépendance serait entamée pour Le ça. problème est que Plusieurs le fois, lien, on a vu l'Église catholique avec Kabila. Plusieurs fois, on a vu les candidats de l'Église catholique avec la Kabylie. on parle maintenant de lien. Le fait d'avoir travaillé auparavant, quel était le lien? N'est-ce pas celui d'une subordination, on peut le dire. Je ne dis pas que cela est vrai. Je suis en train de rapporter, je suis en train d'essayer de comprendre le raisonnement de l'Église catholique. Et pour eux, il y a deux raisons. Nous savons qu'il s'agit d'un acte politique qu'ils posent. Quand bien même ils sont de la société civile, des religieux, l'acte est hautement politique. Et en politique, le premier élément de preuve, c'est la conviction. Lorsqu'on vous parle d'une chose, vous pouvez déjà de vous-même vous faire une conviction si cela peut être vrai ou être faux. Il ne faut pas définir la preuve en politique de la même manière qu'on la définit soit en droit civil, soit en droit pénal. Mais en intellectuel, on ne définit pas, il faut qu'on fasse une différence entre la preuve et des supputations et des rumeurs et des suspicions. Sinon, alors à quoi ça sert la politique? C'est pour ça que je vous dis que le premier élément des preuves pour un politique, c'est d'abord la conviction. Quand on vous parle de quelque chose, vous avez une voix intérieure en vous qui vous dit que ce qui est en train d'être dit peut être faux ou peut être vrai. Moi, je ne défends pas la position. Eux ne sont pas politiques, eux sont religieux. L'acte qu'ils posent, c'est un acte politique. Tout en étant religieux. Oui, justement. Ça veut dire qu'on évite des préjugés, ce sont des bases. Des bases pour nous qui sommes chrétiens. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais en tout cas moi je suis chrétien. La première base en tant que de ma foi chrétienne m'empêche de penser le mal de l'autre sans l'avoir entendu. Oui, donc ici, je ne peux pas imputer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Okay. Nous sommes face à une réalité qui divise deux groupes de religieux. 6 pensent que les arguments présentés par 2 ne valent pas, et les 2 autres estiment que même s'ils ne valent pas, puisqu'il y a un tel élément, on doit réfléchir sur comment évoluer. Et l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font une proposition, celle de demander à chaque camp de désister ou de désigner un autre candidat en lieu et place de celui qui a été initialement porté. Je pense que si on pouvait aller dans cette démarche-là, on allait évoluer parce qu'on ne va quand même pas dire à ce 100 millions d'habitants congolais qu'il n'y a que 2. Il n'y a que 2 qui peuvent compétir à ce poste-là de président de la CENI. Mais pourquoi vous prenez ça dans ce sens-là? Pourquoi vous ne demandez pas aux 2 de se conformer à la majorité? En tout cas là, c'est le monde à l'envers. C'est donc la majorité qui va suivre les caprices de la minorité et la minorité va imposer à la majorité sa volonté. Nous sommes 8, c'est un peu comme à la maison. Vous dites à vos enfants qui sont à 8, 2 disent, ils s'entendent qu'ils vont tous déjeuner le matin, et 2 disent non, on ne peut pas déjeuner le matin, on va déjeuner à 10 h, et 6 disent on va déjeuner à 7 h, et vous, en tant que parents, vous venez, vous dites à vos enfants, non, 6, suivez la voie de 2 pour faire la paix, mais les 2 ne peuvent pas suivre la voie de 6 pour faire la paix. Comment vous comprenez ça? Non, les problèmes, moi je ne le vois pas de cette manière-là. Ce n'est pas comme un bras de fer où les 6 contre 2 ou 2 contre 6. Je pense que l'acte qu'il pose, comme je venais de le dire, c'est un acte hautement politique. Et s'agissant de la politique, on peut toujours, même si la voix de certains est minoritaire, on semble voir dans quelle mesure, dans quelle hypothèse, ça peut faire évoluer les choses. Je reviens d'abord à ce
que prévoit la loi. Et j'ai toujours dit que cette loi-là, elle est lacunaire. Il fallait la revoir. La loi aurait peut-être dit qu'en cas de manque de consensus, c'est la voix de la majorité qui prime. Mais c'est pas ce que... Ça nous aurait aidé, ça nous aurait épargné facilement. Mais la loi ne pouvait non plus, à un certain moment, c'est ce que je me dis, ne pouvait non plus le dire parce que les votes en politique, c'est un acte par lequel un acteur qui ne peut forcément pas révéler sa position au grand jour peut le faire de manière isolée par la voie des urnes. C'est pour cette raison qu'il est aussi important qu'à un certain moment que l'on mette un acteur politique face à sa responsabilité et qu'il aille opérer ce vote. Et comme c'est une exigence de la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, comme je venais de le dire, on doit révisiter la loi pour pouvoir répondre à cette exigence, ou alors faire évoluer les choses dans le sens que les Congos comptent autant d'experts en matière électorale. Si pour une énième fois, on pourrait se retrouver dans l'hypothèse où l'Église catholique a encore un candidat et que les 6 autres confessions religieuses en présentent un deuxième, la machine continue à bloquer, c'est là que poserait problème. Mais non, là, c'est ainsi que vous entendez, par exemple, les révérends Éric Senga dire que les 6 ont un candidat de la vie ou de la mort, tandis que les 2 autres, ils sont bien disposés à chaque fois présenter un autre candidat au cas où le groupe, d'autres ont des reproches par rapport à leur candidat. Mais tout tourne autour de ça, parce que lorsque vous avez suivi le point de presse, il y a un abbé qui a dit qu'on leur a même demandé un autre Moulouba. On a dit, si vous pensez qu'on a un problème avec les Kassaïens, présentez-nous un autre Louba. Pourquoi s'arrêter sur des tribus? C'est ça aussi ce qui dérange les gens. J'ai entendu l'abbé Chollet. Je pense qu'il était en train de réagir à ceux qui ont pensé que Denis Kadima était recalé par le simple fait qu'il était Louba. Je pense que parler des tribus n'est pas forcément venu de lui. Ben, c'est eux qui ont commencé. Il faut quand même dire ça. Non, mais Sony Kafouta l'a si bien dit. Sony Kafouta l'a dit bien déjà. Ça, sans qu'il y ait un contredit. Il a dit clairement que le cardinal Ambongo avait dit aux confessions religieuses à l'époque, trouver tout le monde sauf un Louba parce qu'il partage l'espace linguistique avec le président de la République. Ça, c'est le cardinal qui a dit. Et je cite ici le pasteur que je citais tout à l'heure, Sony Kafouta, celui qui a dit. Et nous voyons encore Ambongo, Chollet dire la même chose. On doit reconnaître à tout individu d'avoir aussi une appréhension propre. Voilà, un avis. Au-delà du fait qu'il peut appartenir à une structure donnée, nous avons chacun le droit d'avoir un avis sur une question donnée. Mais non, là où les décisions se prenaient, certes, le cardinal Ambongo peut avoir donné comme avis que le président de la CENI ne soit pas du même espace linguistique que le président de la République. Mais est-ce que, dans l'ensemble, c'est la décision qui avait été prise? C'est ça aussi la question. Parce que, sur cette question, moi, personnellement, en tant que aussi acteur dans la vie nationale du pays, je partage cet avis-là. J'ai émis le même avis en 2011 lorsque Ngoï Mulunda, étant du même espace linguistique que le président Kabila, était président de la CENI. Moi, je n'avais pas été d'accord et c'est mon avis que je ne peux pas imposer aux autres. C'est quoi les liens? J'ai dit, je n'impose pas cet avis-là à qui que ce soit. J'ai dit que c'est le mien. C'est mon avis. C'est le vôtre, mais acceptez, du moment où vous avez sorti votre idée, acceptez que ce soit contredit, que ce soit je veux dire, mis sur la table pour discuter. Absolument, je pense que ça a même été le cas avec le cardinal. Je vous donne un exemple. Si le président de la CENI est Swahili, il aura des liens avec Vital Kamerhe, avec Bahati Lukwebo, avec Matata Mponyo, s'il décide de devenir président de la République, candidat président de la République. Si le président de la CENI est Katangais, il aura des ramifications avec Katumbi, avec Kabila, avec les autres Katangais, si eux aussi décident de devenir le président de la République. S'il est Mungala,
il aura des liens avec Bemba ou avec tout autre candidat qui sera président de la République. S'il est du Bandundu, vous savez de qui je parle. Donc, Mozito et Fayou. Alors, voulez-vous que le candidat de la CENI vienne d'où? Qui vienne de la FIFA ou qui vienne, je ne sais pas moi, des Nations Unies, ou que ce soit quelqu'un qui n'est pas congolais? Parce que forcément, il aura une tribu. Et dans la liste des candidats présidentiels, il y aura forcément des gens qui auront des liens avec lui. Alors, la question, est-ce que ce n'est pas la tête de Félix Tshisekedi qui embête finalement? Parce que si les gens disent que c'est parce qu'il va favoriser les élections, mais le même Félix Tshisekedi a remporté les élections avec un angle qui n'était pas de sa tribu. On dit que c'est la tricherie. Donc, si c'est la tricherie, il peut tricher avec n'importe qui. Que ce soit un Swahili, que ce soit un Congo central, que ce soit un... Si c'est la tricherie, il pourra le faire avec tout le monde. Alors, est-ce que n'avouez-vous pas tout simplement que, bon, il y a la tête de Tshisekedi qui ne plaît pas aux gens? Je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je pense que quand nous sommes en train de réfléchir, on ne doit pas seulement réfléchir pour aujourd'hui, mais on doit pouvoir léguer un Congo meilleur que celui qui nous a été légué. Il y a nos ancêtres ou nos aïeux qui ont fait un travail, c'est lui de nous garder ce pays dans son entièreté, dans ses limites de départ. Et avec les générations qui se sont succédées, chaque génération a fourni un effort précis. Nous devons aussi fournir un effort. Voyons les choses autrement. Après toutes les tractations, qui sont au niveau de la sous-composante confession religieuse, au niveau de l'entérinement à l'Assemblée nationale, il y a la dernière étape qui est la nomination du président de la CENI. Ça veut dire que le président de la République, qui est candidat à sa propre succession, il n'est jamais en position parfaite d'égalité avec ses challengers. Ça, c'est une évidence. Partout à travers le monde. Hein? Partout, justement, partout à travers le monde. Il aura toujours, dans une certaine mesure, les moyens de l'État à sa disposition, la puissance publique. Tout cela, il a un certain avantage sur ses autres challengers, même si cela n'empêche pas un changement des situations parce qu'on vient de le vivre en Zambie. Alors, il ne faudrait pas, ça c'est ce que nous pensons, qu'en plus de tous les atouts qu'a le président sortant, que l'on ajoute l'arbitre du match électoral qui est donc le président de la Commission nationale électorale nationale indépendante, la CENI. Donc, c'est un avis de certains citoyens de notre pays dont je fais personnellement partie. Possible que le cardinal Ambongo en fasse aussi partie, mais on doit faire évoluer les débats. Il faut aller au bout de la logique, parce que qu'est-ce que l'on vise? Donc, vous êtes en train, subtilement, de trouver des mécanismes de, on va dire, de déranger, ou, enfin, les déranger, c'est peut-être fort, contrebalancer le pouvoir ou les chances d'un candidat qui veut devenir président de la République. Non, pas bien du évidemment. tout. Parce que vous voulez réduire ces chances. Vous avez dit non, dans vos il n'est langages, pas question de réduire. qu'on n'ajoute pas un autre atout. Donc vous pensez que la tribu est un atout. En plein 21e siècle aujourd'hui, est-il normal de considérer que la tribu est un atout dans les enjeux aussi importants comme la politique? Oui, si on doit engager un débat de sincérité, je pense que la réponse est là. Pour moi, je dis bien que pour moi, et pour tant d'autres citoyens, ça peut être considéré comme un atout, mais pas forcément. Et est-ce que c'est cela qui bloque aujourd'hui la machine pour la désignation du président de la CENI? Là, je dis non. Mais Nanga la machine Nanga était de quelle province? Je ne me rappelle plus en tout cas. Nanga, il était du Bazouélé. Du Bazouélé. Est-ce qu'il n'y avait pas un candidat de Bazouélé? Écoute-moi. Parmi les candidats présidentiels. Non, mais j'ai dit que le candidat président sortant, oui, qui est candidat à sa propre succession, il a déjà assez d'atouts en sa faveur. Alors, il faut un peu le défavoriser. Ce n'est pas question de le défavoriser. C'est tout simplement question de se donner un autre arbitre. Mais si, par exemple, les présidents de la CENI, ayant été nommés par le président de la République, qui sera désormais l'un des joueurs dans le match électoral, qui est payé par le trésor public, qui a la sécurité, qui a un peu tout cela venant essentiellement du chef de l'État. Comment ça, le chef de l'État, il a été... J'ai dit essentiellement. Mais il sera désigné, dit, hein, il sera désigné, c'est pas le président. Nous sommes en train de parler de politique. Oui.
d'entrée de jeu, je disais que évitons d'avoir la perception de la notion de preuve en politique de la même manière qu'on devrait l'avoir en droit civil ou en droit pénal. Prenons-la même au niveau de la raison, simplement. Oui. Au niveau de la raison. Mais alors, je comprends. Moi, en fait, je suis en train de faire des calculs pour comprendre. Parce que je sais où vous voulez en venir. Vous allez dire, bon, le président de la CENI va être Louba, le président de la Cour constitutionnelle sera Louba. Mais je vous dis que ce débat est déjà évolué. Oui, mais après, On ne peut pas empêcher aux citoyens congolais chacun d'avoir une idée donnée, non, une mais idée il précise. faut poser la question aux gens. Quand Kabila a été au pouvoir, qui était président de la Cour constitutionnelle? Il était de quelle tribu? Mais là, vous reculez vraiment avec les débats. Je suis en train de vous faire voir qu'on a évolué. On doit engager des discussions sur le fait que qu'est-ce qui bloque la désignation du président de la CENI? Parce que c'est ce qui nous préoccupe. Ok, qu'est-ce qui bloque? Au début des tractations, cette question de la tribu du président de la CENI s'était posée. Mais est-ce que ça se pose encore en ce moment? Je pense que non. Ce qui se pose comme problème, c'est le mécanisme et le mode de sa désignation. La loi aurait dit que en cas d'absence de consensus, la voix de la majorité prime, on ne serait pas à ce stade. Mais puisque la loi ne l'a pas dit, la loi impose l'opération de vote. S'agissant de Denis Kadima, il n'y a pas eu opération de vote. Qu'est-ce que la classe politique devrait faire? Qu'est-ce que le pouvoir, parce que le pouvoir a un rôle à jouer, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, ils ont un rôle à jouer. Mais le président de l'Assemblée nationale a laissé plus de 4 fois des prolongations, demandant aux confessions religieuses, allez-y vous entendre, mettez-vous ensemble, plus de 4 fois. En politique, ce n'est pas seulement le fait d'accorder de moratoire ou de temps, mais aider aussi les gens à pouvoir résoudre leurs problèmes. Ils sont figés pour moi, tous les deux. en ce moment. Oui. Non, l'Église catholique et les CC ne sont pas figés. Parce que ça les intéresse, au fait. Non. Mais si. Mais comment Ils vous veulent dire ça? Justement, mais parce qu'ils veulent que les autres changent leur point de vue. C'est ça le problème. Non, Mais non. Évidemment, madame. Non. L'Église catholique a dit que nous avons un candidat. N'est-ce pas? Oui. L'Église catholique reconnaît le fait que les 6 autres ont également un candidat. Autant que les 6 reconnaissent le candidat de l'Église catholique. Et des reproches ont été formulés du côté des 6 confessions religieuses aux candidats de l'ECC et de l'Église catholique. Des reproches ont été formulés également contre les candidats des 6 confessions religieuses. Et la solution, elle est donnée par l'Église catholique, celle de dire, retirons nos 2 candidats, proposons chacun un autre candidat et évoluons avec les consensus, peut-être que ça pourrait donner. Plus pas. Pour eux, c'est Kadima ou non. C'est ce qui aujourd'hui bloque la machine. On a entendu le nom de Paul Samp aussi être soulevé par-ci, par-là. Mais moi, être soulevé où? Il faudrait réellement le soulever. Oui, moi, je voudrais qu'on évolue un peu. Alors, ma question est de savoir, qu'est-ce qui garantit, en fait, je prends l'hypothèse de l'Église catholique, que Kadima, c'est le candidat de la vie ou de la mort. Mais qu'est-ce qui garantit qu'on ne peut pas amener un Bossembe, par exemple, ou un Odia, mais qui va jouer le rôle qu'eux pensent que Kadima peut jouer? Mais on peut changer les jeux. Amenez-le. Autant qu'on a recalé Ronsard Malonda, d'ailleurs pour les mêmes raisons. Non, mais pas pour les mêmes raisons. Pour Ronsard Malonda, c'est vrai que ça ne peut pas être totalement la même chose, mais globalement, c'est les mêmes scénarios. L'histoire s'est tout simplement répétée. Il faudrait maintenant que chaque camp accepte d'apporter un autre candidat. Je veux vraiment que l'on martèle sur le fait que le Congo n'a pas que ces 2 experts en matière électorale. L'Église catholique dit qu'il est bien prêt à faire évoluer les choses, à abandonner son candidat. Tout ce qu'il demande aux 6 autres confessions religieuses, c'est de faire aussi preuve de dépassement, trouver un autre candidat sur lequel ils vont tomber d'accord. Tout ce que les gens comprennent, on va quitter ce sujet, tout ce que les gens comprennent que les 6 confessions religieuses doivent se soumettre au caprice. Il n'est pas question de se soumettre. C'est comme ça. Il n'est pas question de se soumettre. Il est question de se convenir de quelque chose. Mais et la cette chose-là, la règle est claire. Non. La règle dit, vous vous entendez. Si vous ne vous entendez pas, vous passez au vote. Mais là, ils ne se sont pas entendus. Mais s'entendre, ce n'est pas seulement
sur les noms des candidats. S'entendre, c'est aussi se dire, bon, comme nos deux candidats, il y a autant de reproches venant des groupes différents, on s'entend aussi déplacer d'autres candidats. Alors si on Ils ne s'entend font pas comme ça dire- aussi, on va au vote. C'est ça la règle. oui. Mais alors pourquoi ils ne veulent pas aller même au vote? Parce que si on ne s'entend ni sur les hommes, ni sur la règle, alors on vote. Parce que madame, on va tourner la table comme on veut, mais la réponse, elle est là. Elle est là. Soit consensus, soit vote. Ça veut dire, si vous ne vous entendez pas sur le nom des gens, on passe au vote. Si vous dites non, le nom des gens, il n'y a pas de problème, mais entendons-nous sur le mécanisme. Si vous ne vous entendez pas sur le mécanisme aussi, on va au vote. Et puis le mécanisme qui l'emporte, bon, ça va être compliqué. Mais Vous savez, j'aime bien ça va être compliqué. une phrase que je suis souvent dans les discours de Charles Blé Goudé qui dit à chaque débat sa tribune. On parle des consensus, on parle de vote, mais c'est à chaque débat. Parce que on peut déjà, par exemple, convenir que les réunions vont se tenir dans les enceintes de la Cinco. On prend un exemple. Il y a d'autres qui disent non, on va aller se réunir à la CIME, par exemple. Déjà, le problème est, c'est lui de l'endroit où les assises doivent se tenir. Soit ils vont convenir, soit ils vont aller par vote. Voilà. S'agissant aussi de la C'est la désignation, même chose. c'est la même chose. Soit on convient de quelqu'un, soit on va au vote. Voilà. S'agissant aussi du fait qu'on doit recaler nos candidats ou ne pas les recaler, ils doivent aussi se mettre ensemble. Sinon, ils vont au vote. Voilà. Ah, non, au vote de quoi? Au vote de on retire ou on ne retire pas. Voilà, mais c'est toujours C'est ça. ça. Mais Ouais. alors, Oui. je pense que le président de l'Assemblée nationale devrait plutôt favoriser le fait que les 6 confessions religieuses se remettent autour de la table, d'abord pour discuter si ils doivent chacun retirer son candidat pour en proposer un autre. À partir de ce moment-là, je pense qu'on va évoluer. Alors, on va parler d'un autre sujet d'actualité, c'est la baisse des prix. Vous avez entendu cette question de la baisse des prix, les billets d'avion, ainsi de suite, et puis les surgelés. Mais alors là, il se dessine 2 tendances. La première tendance estime qu'ils sont allés vite en besogne et que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'aller fixer le prix des choses aux gens, c'est plutôt de favoriser l'éclosion du marché. Le marché va se dessiner tout seul. Mais il y a d'autres qui estiment que non, c'est au pouvoir égalien de pouvoir redistribuer les choses et que les opérateurs économiques seraient de très mauvaise foi et qu'ils faisaient la supercherie et ainsi de suite. Il faut à un moment donné les casser. Et là, les exemples, il y en a beaucoup, de part et d'autre d'ailleurs. Quel est le point de vue de Maître Arlette? Comment vous pensez, comment voyez-vous la question? Mon point de vue est d'abord de saluer l'engagement des autorités du pays. C'est lui de se rendre effectivement compte que le peuple congolais est en train de souffrir, que sa monnaie a fortement perdu des pouvoirs d'achat, que certains Congolais n'ont pas d'emploi. Ils se débrouillent chaque jour pour trouver de quoi manger, de quoi répondre aux besoins sociaux de base. Il y en a qui ont un emploi, mais avec un salaire qui ne leur permette pratiquement de ne rien faire. Et l'idée de penser déjà à la baisse des prix, c'est quelque chose de très salutaire. Et nous le saluons. Mais autre chose à faire, c'est de définir comment y aller. Et si on doit baisser les prix, quelles sont les priorités? On se décide de baisser les prix dans le secteur du transport. Mais pourquoi avoir choisi le transport aérien plutôt que les transports routiers? Je vais aborder le deuxième volet de votre question, c'est celui de savoir si on devrait le faire ou avant ou après, comment. Mais d'abord, dans le secteur du transport. Lorsque on va juste centrer l'action sur la réduction du prix du billet, ça privilégie déjà une certaine catégorie de personnes qui savent s'acheter un billet d'avion. Parce que celui-là qui sait acheter un billet à 190 $, au moment où le billet coûtera 250 ou 300 par rapport à ses exigences, à ses besoins, il le payera. Tandis que si on pouvait penser à réduire d'abord le coût du transport routier, ça toucherait chaque citoyen congolais parce que les citoyens congolais sont appelés à se déplacer chaque jour, absolument chaque jour. Et ça irait sur l'ensemble de l'étendue nationale.
Déjà, pour nous, la priorité aurait été le transport routier plutôt que les transports aériens. S'agissant de la manière dont la baisse a été faite, que ce soit pour les billets ou encore pour les produits, les besoins de première nécessité, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un commerçant qui a déjà acheté sa marchandise, qui est entreposé quelque part et en pleine procédure d'écoulement, c'est à celui-là qu'on dit qu'à partir de demain, voilà à tel prix que tu vas vendre. Non, mais on a donné un moratoire. On leur a donné, je crois, deux mois. Ils connaissaient déjà comment ça allait se passer. Les moratoires, c'était pour des discussions. Oui. Mais après les discussions, non, on ne peut pas s'arranger ouais. sans savoir exactement à combien on fixerait le prix. Il faut savoir. Non, mais ils savaient, à la place. Ils discutaient sur le prix déjà depuis très longtemps. Et puis le gouvernement a fait beaucoup de concessions, je veux dire des concessions. Le gouvernement a baissé le prix de kérosène pour certains. Non, je ne crois pas le prix de kérosène, mais plutôt l'entrée des pièces de rechange, par exemple, exonérées. On a baissé les taux de plusieurs taxes qui étaient liées aux billets, ainsi de suite, réduisant donc en réalité la charge de certains aviateurs. Mais les aviateurs estiment que les pistes d'avion ne sont pas en bon état, que pour eux, par exemple, ils disent, vous aurez pu commencer d'abord par régler la question des pistes d'avion. Vous voyez que, par exemple, au Congo, ici, il y a un avion qui a cogné une moto. C'est inimaginable comme ça. Alors, ils disent, vous aurez d'abord pu commencer par mettre en place tout ça, parce que quand les avions atterrissent au Congo, ils ont très souvent, ils changent des pneus, ils changent des pièces, parce que l'état n'est pas très bon. Mais les gouvernements estiment que ce sont des raisons fallacieuses et qu'il fallait aller tout droit. Il y a une différence entre les discussions qui commencent aujourd'hui, qui peuvent prendre 2 mois. On vous dit, on discute pour la baisse des prix. Soyez prêts, dans 2 mois, les prix vont baisser. Et le fait qu'on vous dit, dans 2 mois, X montant sera le prix de tel article. C'est là la différence. Tout celui qui n'est pas prêt peut même arrêter d'acheter le temps qu'il sache exactement combien il vendra. C'est ça le cas d'espèce. On dit qu'en 2 mois, on devra avoir la réduction des prix de première nécessité. Mais entre-temps, on ne sait pas exactement à combien ça va coûter. Les opérateurs économiques, ils achètent en dehors du pays parce que nous importons à manger. Ça arrive sur place avec un prix donné, déjà taxé, les douanes, tout a été payé. On est en plein processus d'écoulement de la marchandise. C'est là que vous allez fixer un montant. Est-ce qu'il va se rapporter à la charge de l'achat de la marchandise par l'opérateur économique? Là, vous parlez de surgelés. Oui, là, je comprends pourquoi le surgelé. Je parle quand même des surgelés. Parce que là, j'étais un peu déboussolé. Oui, je comprends. Je vais revenir à ça. Là, c'est la question des surgelés. Et les opérateurs économiques, comme il s'agit quand même de l'État, l'État va finir par décider. Mais entre-temps, est-ce qu'on ne considère pas que ces opérateurs économiques-là, il y en aura qui feront faillite? Et s'ils font faillite, est-ce qu'on aura suffisamment de nourriture à donner à ce peuple-là? Le problème est souvent que lorsqu'ils s'en vont discuter, le gouvernement a tendance à regarder les opérateurs économiques comme des adversaires, plutôt que de mettre ensemble de la stratégie pour tomber sur des solutions qui soient effectivement celles qui devraient être prises. Le gouvernement pose une question simple. Qu'est-ce qui justifie que le carton de poulet passe de 20 $ en 2018, je prends un exemple comme ça, des chiffres imaginaires, à 45 $ en 2022. Si vous posez la question aux importateurs, vous leur dites, mais dites-nous, montrez-nous la chaîne des dépenses, comment vous pouvez expliquer le prix? Plusieurs ne sont pas capables de le faire. Mais et c'est ce qui a poussé le gouvernement de dire... Est-ce que c'est normal que cette question-là pouvait venir du gouvernement? Peut-être du petit peuple, je comprendrais. Parce que le gouvernement est supposé connaître la grille tarifaire, connaître la structure, de prix. C'est ça. Il y a des c'est le principe, experts. Mais dans la pratique, vous venez de me dire tout à l'heure, il ne faut pas qu'on réfléchisse. Le raisonnement politique doit être différent d'un raisonnement scientifique qu'on fait à l'école. Mais là, la pratique nous impose ces jeux-là.
et ça c'est depuis très longtemps, on nous a enseigné, toi et moi à l'école, que les opérateurs économiques étaient obligés d'afficher les prix. Ce n'est pas une option. Mais faites un tour dans les magasins, il n'y a pas de prix affichés. Ils vendent comme ils veulent, donc tout ça. Mais alors, la question, elle est pratique, il faut la résoudre maintenant. Oui. Est-ce que c'est normal qu'une boîte de sardines qui coûte 250 francs à Kinshasa coûte 450 francs à Mbandaka? On pose la question, qu'est-ce que vous faites? Ils disent le transport. Mais est-ce que vous avez payé pour une boîte ou vous avez payé pour un carton dans le gros? Et comment vous répercutez le prix de cette façon-là? Ils disent, ben, si vous ne voulez pas, l'État a comme ça là. Alors, la question, l'État dit, bon, comme l'État doit comme ça là, l'État estime que parce que vous avez dépensé 40 $ pour un carton et que vous avez 10 produits dans ce carton, voici que vous pouvez avoir en marge de 20%, pas plus. Parce que là, c'est des bénéfices de 200%, 300%. Que dites-vous? On est bien évidemment dans le droit éco, oui, je pense. Oui, mais est-ce que vous pensez que l'État, c'est la meilleure des solutions? Pourquoi on doit tout le temps penser que l'État doit prendre des solutions palliatives ou se comporter en policier? en policier? Non. Si le chef de l'État était allé dans la logique, celle du départ, de donner une revanche du sort sur les sous-sols, on aurait eu moins de problèmes pour nourrir la population congolaise. Aujourd'hui, quand l'État s'est mis à fixer les prix, lui-même, l'État sait que c'est assez compliqué. Et puis, lui n'a pas de société pour subir l'influence négative de ces décisions prises de manière que je peux considérer hâtive. Le mieux serait que les opérateurs économiques ainsi que le ministre de l'économie nationale, le Premier ministre, qu'ils se mettent tous ensemble et réfléchir dans l'intérêt du peuple congolais. Je ne vois pas un opérateur économique qui voudrait absolument faire des bénéfices extrêmement importants et garder sa marchandise sans être vendue. Vous savez que les opérateurs économiques, ils préfèrent encore que la marchandise soit suffisamment écoulée, même si le bénéfice n'est pas assez important, mais à force d'écouler la marchandise, on a des gains. Je ne vois pas cet opérateur économique qui voudrait tout simplement se faire des bénéfices sur le dos du peuple congolais. Alors, les discussions doivent être des discussions de sincérité et je pense qu'ils finiront par tomber d'accord. Très bien. On termine avec le dossier justice. Vous êtes avocate, donc vous serez beaucoup plus à l'aise sur la question. Matata est sommé de se présenter parce que le procureur l'a dit aujourd'hui dans une communication, un communiqué, encore qu'il faut que ce soit vrai le communiqué, je n'ai pas la certitude encore jusqu'à là qu'il soit vrai, que M. Matata refuse de répondre à la justice. Et que s'il refuse de répondre à la justice aux multiples appels, aux multiples invitations, le parquet va considérer cet acte-là comme un acte de défi contre la justice et donc ils seront obligés de délivrer un mandat de prise de corps de M. Matata. J'ai déduit, hein, je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont dit. Mais M. Matata explique en disant non, mais mes immunités ont été levées pour l'affaire Zanérisation. Je ne peux pas répondre sur une autre affaire de Bukangalondo. Alors là, la question pour les juristes, quelle est la notion de lever des immunités? Est-ce que la notion de lever des immunités se rapporte aux faits ou la notion de lever des immunités se rapporte à l'homme qui le perd, Maître Odia? Mais en ce moment-là, ce n'est pas l'avis du juriste qui compte. C'est d'abord lire que dit la loi. Et malheureusement, sur cette question, la loi n'est pas claire. La loi ne dit pas exactement les immunités. Elles sont levées pour des faits ou pour les hommes. Pour les hommes. C'est quand même ambigu, oui, il faut oui, le dire. De ce point de vue, la loi est muette. Et lorsque la loi est muette, ce n'est plus les juristes qui s'expriment. C'est absolument les politiques. Il faut savoir lire et comprendre les événements. Pour certains, ils vous diront carrément que, puisque les immunités, non seulement qu'elles ont été accordées pour le dossier de la zaïanisation, mais surtout, bien avant, elles avaient été refusées pour le dossier Bukangalonzo. Mais non, on se pose la question, si logiquement, il devait être poursuivi pour cela. Les avis sont partagés. Alors, votre avis? Mon avis, malheureusement, ce n'est pas celui que vous attendez. Oh, comment ça? Oui. Attendez, là, vous me prêtez des intentions. Oui, je tente de le prêter. Non. Soyez libre et à l'aise. Donnez-moi votre point de vue. Et je me soumettrai. Et votre point de vue, vous l'avez dit. Oui. Ouais. Mon point de vue, c'est l'arbitrage du président de la République. Sa sagesse
dans ce domaine-là. Dans une affaire judiciaire. Absolument, il est le magistrat suprême. Je le dis en connaissance de cause parce que c'est la loi, la Constitution de la République qui le dit. Au-delà de tout, je pense qu'il est reproché à Matata Pogno les actes de gestion. On peut même dire la gouvernance. Et est-ce qu'on trouve normal qu'un régime vienne poursuivre, punir ou réprimander la gouvernance d'avant? C'est ça les grandes questions que moi je me pose. Et à mon avis, ça ne devrait pas être le cas. Malheureusement pour certains, ça va apparaître comme une apologie de l'impunité, mais moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. Parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple congolais et pour son intérêt. Ce peuple-là, à travers les urnes, il punit et sanctionne déjà une mauvaise gouvernance. Mais nous avons... Et à travers les élections de 2018, je pense que globalement, le peuple a sanctionné la gouvernance du président Joseph Kabila à travers notamment le programme Bukangalozo et tant d'autres programmes qui forcément n'ont pas connu les succès. Sénateur, donc il n'a pas subi la sanction du peuple parce qu'il a été sénateur. Mais la sanction, c'est la gouvernance. Il s'agit de la gouvernance. Oui. Et moi, je pense, oui, s'agissant des actes de gouvernance, il est indécent. Ça, c'est mon opinion. Il est indécent que des actions soient dirigées contre les anciens gestionnaires de l'État pour les actes de gestion. C'est ce que je pense. Mais tout va dépendre de comment le président de la République voit la situation. Ceux qui ont été cités dans le dossier sale. Les hôpitaux que nous avons sont des hôpitaux mouroirs. Mais lorsque vous vérifiez au niveau de l'IGF, vous vérifiez au niveau de la justice, au niveau des finances publiques, on vous dit, Madame Odia, que 10 millions ont été affectés pour réhabiliter cet hôpital-là. Mais les 10 millions sont partis comme ça dans la nature. On dit la SNEL aurait pu donner le courant à tout le monde. Mais quelqu'un a dû détourner 30 millions de dollars. On vous dit Bukangalonzo allait nourrir un tiers de la population. Bukangalonzo a eu 280 millions de dollars qui sont partis en fumée comme ça. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas interroger le passé pour essayer d'établir la responsabilité pénale de ceux qui ont pris l'argent de l'État et qui s'en sont servis? Êtes-vous en train de nous dire ça? Ou êtes-vous en train de dire, bon, on doit faire table rase, on oublie le passé, on continue? Non, je suis loin de dire qu'on doit oublier le passé. D'accord. Mais je voudrais que l'on sache ou que l'on convienne sur le fait que la sanction la plus, on va dire, punitive, c'est celle du peuple à travers les urnes. Parce que si on doit suivre ton raisonnement, ça voudra dire aussi que si, après Félix Tshisekedi, le régime qui suivra disent par exemple qu'il y a eu 400 millions de dollars affectés aux travaux de 100 jours, il n'y a pas eu les retombées, tout ce qui avait été privé. Non, je ne parle pas de votre avis. Je suis en train de me mettre dans l'hypothèse de ceux-là qui vont réfléchir après nous. Oui, mais la raison va être là, non? Non, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Il y a autant de projets pris en charge par les fonds décaissés dans le cadre du projet 100 jours. Nous savons bien que tout n'a pas été fait. Oui. Tout n'a pas été fait. C'est pourquoi d'autres personnes sont en prison. Pas pour la totalité du montant décaissé. Oui, mais quand même, il y en a. Oui, vous dites bien quand même. Oui. Vous dites quand même. Quand même, il y en a. Admettons qu'il y ait un régime après qui estime que parce que c'est du quand même. Oui. Parce que c'est du quand même. Partie du quand même. Là, qu'on les arrête aussi. Mais c'est normal, madame. Vous trouvez que c'est normal, mais moi, je trouve que ce n'est pas normal. Sur ce point de vue, c'est mon opinion. Non, excusez-moi de vous convaincre. Sur cette question-là, c'est mon opinion. Oui, je comprends. Excusez-moi de vous convaincre. Ici, je ne parle pas à Madame Odia, la politicienne. Ici, je ne parle pas à Madame Odia, celle qui est à la société civile. Ici, je parle à celle qui a fait l'université, qui est allée en droit et qui est devenue avocate. Est-ce que vous trouvez normal que ceux qui ont pillé la République, qui ont détourné l'argent de l'État, puissent être impunis, qu'on laisse ces gens-là subir la loi du peuple? Ça veut dire que le peuple ne vote pas pour eux, tout simplement, et eux peuvent garder nos millions. Alors, mais si c'est ça, c'est très facile. Tout le monde viendra voler une fois, et puis bon, on s'arrête, on ne votera plus, on va manger dans le calme l'argent qu'on a volé.
Ou vous pensez qu'il faut décourager les actes du vol? Parce que si aujourd'hui, on arrête Matata, vous savez que Sama Lukonde réfléchira 2 fois avant de poser des actes qui vont la mener dans la condition de Matata. Et donc, tous nos futurs premiers ministres vont réfléchir par 2 fois. Donc, ils diront, même si je deviens député, on peut aller me cueillir même à l'Assemblée nationale. Même si je deviens sénateur, on va me cueillir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un moyen de faire la pression pour le futur, pour nous arranger que dans le futur, qu'on n'ait pas des actes à la Matata, à la Bakonga, à la... tout ça? Pour moi, cet argument n'est défendable ni en politique ni en droit. Parce que très souvent, même dans le procès comme ceux-là, vous verrez que on va aller sur la base des supputations. Or, déjà, le droit ne voudrait pas de condamnation sur la base des supputations. C'est même pour ça qu'on dit que le droit pénal, bien qu'étant sanctionnateur, c'est un droit qui est favorable aux délinquants. Donc, il faut réunir et les éléments constitutifs et les conditions préalables pour arriver... Écoute-moi un peu. Pour arriver à une condamnation. C'est pour cette raison que Maître Abdoulaye Wade, arrivé à la tête du Sénégal comme président de la République, avait mis en place une juridiction spéciale pour connaître non pas des détournements des deniers publics, mais d'enrichissement illicite. Parce qu'il faut mettre un distinguo entre une mauvaise gouvernance et l'effet de s'être enrichi grâce à cette mauvaise gouvernance. C'est ainsi que, au Sénégal, par exemple, lorsque un travail qui devait être fait par un gouvernement n'est pas fait, on peut considérer que c'est une mauvaise gouvernance et le peuple a sanctionné à travers les urnes. C'est passé. Mais d'autre part, quand on se rend compte que vous vous êtes enrichi illicitement sur les dos du contribuable congolais, on vous poursuit pour enrichissement illicite. Donc c'est à vous de justifier comment vous avez pu vous donner autant d'argent, je veux dire, du prestige, des luxes, pour ma paroisse, là. Non, non. C'est ça. On peut peut-être dire... On dit la même chose. On peut poursuivre le même intérêt, hein, le même objectif. Mais avec des procédures différentes. Des procédures différentes. Et ça mettrait tout le monde à l'aise. Mais je crains la vôtre. On ne serait pas dans l'arbitraire. Non, mais je crains la vôtre. Parce que qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous appelez arbitraire, madame? Celui qui a détourné l'argent de la République, est-ce de l'arbitraire? Le détournement est une infraction que vous connaissez, que je ne suis pas en train de vous l'enseigner. Vous le savez, que le détournement est une infraction. L'enrichissement illicite est une infraction. Mais vous connaissez toutes ces choses. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi je mets la nuance. D'accord. On dit que 57 millions de dollars ont été affectés aux travaux de construction des maisons préfabriquées. Ça, c'est tout le monde qui sait. Entre-temps, il y a un lot d'une certaine valeur exprimée en argent des maisons préfabriquées quelque part au site du Kanchachi, en Mbujimayi, un peu partout. Il y en a dans des conteneurs. Il y en a à la fabrication et pour lesquels on a déjà payé. Il y a une somme d'argent importante en compte bancaire qui attend l'arrivée de maisons pour la construction. Mais entre-temps, on poursuit des gens pour détournement des 57 millions de dollars. Vous allez dire, est-ce que c'est logique de penser qu'on a détourné 57 millions de dollars pendant que l'on sait que sur ces 57 millions, il y a 12 millions à la banque, il y a 10 millions affectés à l'achat de ceux qui sont déjà sur place, il y a par exemple 5 millions affectés à l'achat de ceux qui sont dans le conteneur. C'est ça tout le problème. Et la loi ne veut pas que l'on aille sur cette base-là parce que ce n'est pas normal que l'on condamne quelqu'un, non pas par exemple pour un détournement de 10 millions, de 15 millions ou de 20 millions, mais pour la totalité de la somme d'argent, pendant que l'on sait que des dépenses ont été engagées, des achats ont été faits et visiblement nous voyons les choses. C'est cette intelligence-là qui avait poussé Abdoulaye Wade à réfléchir qu'il faut mettre un distinguo entre les actes de gestion et les bénéfices illicites qu'a procuré la mauvaise gouvernance. Il a jugé utile que ces deux actes devaient être jugés de manière séparée, s'agissant de la bonne gouvernance, la sanction est du peuple, s'agissant de l'enrichissement illicite et frauduleux, la sanction est de la justice. Malheureusement, lorsqu'on mélange les deux,
on verse dans l'arbitraire. Je vous Non, ai moi, donné un exemple. je n'ai pas vu quelqu'un être arrêté au Congo pour faute de gouvernance. En tout cas, pas du tout. Hein. Depuis que le gouvernement... Mais on ne devrait pas arrêter. Mais ça n'arrive pas aussi non plus. Ça n'existe pas. Non, Avez-vous je un cas vous dis, dans le cas Ouais. de poursuite pour détournement de deniers publics, Ouais. tout est mélangé. Oui, mais le détournement- Malheureusement, oui, tout est mélangé. Et ça, c'est pas... Et ça ne devrait pas être... Dans tous les cas, ça, c'est une question de... Comme je venais de le dire, d'opinion. Hein? Oui, mais non, D'opinion. non, mais le Votre détournement- opinion non, est que non, non, madame, le tout soit Non, non, les deux... jugé ensemble. Moi, je ne partage pas Pas du cet tout, je avis-là. ne pense pas comme ça. Et vous le savez, notre formation, nous deux, parce que je le dis à ceux qui veulent, ceux qui nous suivent, on a fait les mêmes études avec toi, on a partagé le même auditoire, Oui. on avait le même professeur. Donc, on nous a tous appris les détournements. Donc, ce n'est pas la gouvernance des Fachi qui a défini le gouvernement, le détournement, il est défini par notre code pénal, et c'est clair. Donc, ce n'est pas ici qu'on va venir expliquer le détournement. Mais il y a une autre question, parce qu'il faut qu'on finisse cette émission. L'affaire Kikaya Bill. Madame Arlette Kikaya se trouve à l'étranger. Et il dit qu'il va en exil. Parce qu'il estime qu'il a eu des appels anonymes, il a eu des menaces et tout ça. Il s'estime être en insécurité, qu'il ne peut plus vivre au Congo, alors lui, il va en exil. D'autres faits disent non, mais monsieur Bin avait saisi la justice contre Israël Mutombo, qui avait dit qu'il était bénéficiaire des cartes et que lui n'était pas bénéficiaire des cartes. Alors, c'est lui qui était le premier à porter plainte. Maintenant, quand on lui demande de venir expliquer, de venir motiver, il dit non, je ne suis pas d'accord, je m'enfuis, hein, c'est pas possible, il est en exil. Et là, je tombe sur Twitter et c'est là que je vois votre publication. Alors, vous avez le temps de nous expliquer, peut-être qu'on vous a mal compris. Est-ce que vous prenez la défense maintenant de ceux qui ont été cités dans les sales affaires de la République ou vous restez, comme vous dites, défenseur de la raison? Je défends toujours la raison et je reviens encore sur ce que j'ai disé. Je récite Charles Blé Goudé qui dit à chaque débat sa tribune. Ici, on ne parle pas des gens qui auraient détourné les deniers publics. Je suis en train de parler d'une situation d'un citoyen congolais qui s'est dit en exil. Je ne dis même pas que c'est un exilé. J'ai dit qu'il s'est dit en exil. Et lorsque un citoyen du pays s'est dit en exil, le minimum que l'État peut lui garantir, c'est la protection de l'endroit où il se trouve, qu'il soit au pays, tout comme en dehors. Ça, c'est le premier élément. Le Lui, il est en second, clandestinité, il fuit. le second, oui, Oui. il fuit parce qu'il dit ne pas être en sécurité. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ça, moi, je ne sais pas. Mais puisqu'il le dit, on devrait par moment considérer qu'il est en détresse et qu'il y a lieu de lui apporter un soutien. C'est ce que je veux tout simplement dire. Et ensuite, Kikaya a été conseiller diplomatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il a une voix qui porte. Il a une voix qui porte. Et lorsqu'on parle d'exil, on renvoie directement à la dictature. Quand un citoyen du pays s'est dit, comme Kikaya, s'est dit être en exil, mais tous les autres ennemis de la République démocratique du Congo diront exactement que le régime du président Félix Tshisekedi est un régime dictatorial pendant qu'il ne l'est pas. Mais on va va pas le prendre au sérieux parce que comment vous pouvez être en exil alors que votre chef est en toute liberté ici au pays? Kabila n'a jamais été menacé. Aucun membre de la Kabylie. Mais Kabila n'est pas Kikaya, ils n'ont pas le même poids. Alors, ils n'ont pas le même poids. Et tous ceux qui ont insulté Fachi, tous ceux qui étaient hier, sont toujours menacés aussi. Pourquoi eux n'ont pas fui et Kikaya fuirait? Il va fuir pourquoi? Je n'ai pas dit que tout ce qu'a dit Kikaya était vrai. Je comprends. Hein, Je ne voudrais pas non plus dire que c'est faux. Mais l'intérêt pour moi, c'est que l'État congolais soit en train de protéger chacun de ses citoyens, quelles que soient les choses qu'il a faites ou les choses qu'il n'a pas faites. Mais qui revient Tout au pays. simplement. Mais pourquoi il ne revient pas? C'est ça aussi la grande question. Je suis d'accord avec vous, mais Kikaya prouve qu'il est en insécurité. L'État, Ça pas fait- seulement d'aujourd'hui, Oui. même avant, Oui. a eu à aider d'autres citoyens à retourner au pays. Comme qui? Interroger l'histoire, il y en a beaucoup. Mais- Il y a des gens comme des Zouzou Mbombo, elle l'a dit un jour où elle est passée sur Top Congo, Ouais. elle l'a dit. Il y a autant d'acteurs politiques qui avaient été à un certain moment moboutistes avec l'avènement de Mouzé Kabila, ils étaient quand même partis en exil. Lorsque Joseph Kabila arrive au pays, il amène la classe politique
et les sociétés civiles, les autres forces vives de la nation à Sun City, on convient que tout c'est lui qui s'est dit en exil. Je dis bien c'est dit en exil. Ouais, mais alors, si il c'est tout faut le monde- s'arranger Mais si c'est tout pour le monde- qu'il revienne au pays. Et c'est là que tant d'autres Mobutis sont revenus au pays et la plupart se sont même retrouvés au sein des institutions de la République. Oui, mais ils ont fait la Il ne demande faut de pas- revenir. C'est pas l'État il ne qui est allé vers eux et disant venez, non, c'est eux-mêmes. On peut... Attendez, nous sommes tous citoyens de ce pays, Oui. mais par rapport au rôle que l'un et l'autre a joué, on peut ne pas avoir le même poids. C'est ça peut-être l'inégalité aussi de la nature. Comme Kikaya a un poids. Je ne veux pas dire qu'il a Parce que moi, un je- en poids fait, autant important. je ne Si vois c'est pas le là, poids de Kikaya. si c'est Je ne là, vois pas son poids, sincèrement. Je ne le vois pas. je vous le Si conseille. vous le voyez, vous, dites-moi. En tout cas, je ne le vois Je pas. vous- Est-ce je que vous pour le avoir été concède. conseiller diplomatique d'un président de la République, ça fait de vous un homme extra, un homme intouchable? Pas forcément, Non, non. mais c'est aussi possible. Je C'est sais ce pas. que je pense. Je pense pas. C'est ce que je pense sur Mm. la question. D'accord. Et moi, je voudrais qu'il ne s'agit pas seulement des Kikaya, il s'agit de tous les autres citoyens qui, pour une raison ou une autre, peuvent avoir besoin d'une assistance particulière de la République et la République doit être capable de la leur accorder. Mais dans On votre voit vidéo- nos concitoyens en Inde, par exemple, qui crient à eux. Le gouvernement a dit, chers citoyens, si vous pensez que vous ne faites rien en Inde, vous pouvez bien revenir au pays. De la même manière, on pourrait faire un communiqué parce que vous dites qu'il vit dans la clandestinité pour dire à Kikaya, revenez au pays. Tout simplement pour soigner l'image, pas seulement du pays, mais aussi du régime. Moi, je ne voudrais pas que l'extérieur du pays continue à penser qu'il y a un régime dictatorial en République démocratique du Congo. C'est tout simplement ça mon vœu. Merci beaucoup, maître Arlette. On va se lever pour terminer cette émission. Moi, c'était un grand plaisir de vous recevoir et surtout de discuter avec une très belle femme et intelligente en même temps. Merci. Merci d'avoir été là. Alors, est-ce que vous avez été à l'aise dans cette émission? Oui, j'étais à l'aise, hein, comme Mieux, toujours. mieux qu'avant. Mieux qu'avant, mieux qu'avant, parce qu'il était important pour Oui. moi, après le changement des camps, parce que j'étais quand même au cash, maintenant que je suis dans la société civile, pour certaines personnes, c'était un coup d'épée dans l'eau et que ça ne représentait rien, mais pour d'autres, ça avait constitué un certain choc. Il fallait laisser les temps passer Oui. et revenir, comme ça on peut Et maintenant, échanger vous- en toute Vous sérénité. vous sentez bien dans la peau de la société civile, d'une dame de la société Je civile? n'ai pas encore des raisons Ouais. de regretter mon acte. Je vais continuer à servir mon pays tout en étant de la société Une carrière civile. politique s'ouvre déjà ou vous pensez rester d'abord dans la société civile? La spécialité de CEDUC, notre structure, c'est que c'est la politique. Nous faisons la politique au sein de la société civile. Pour certains, ça ne s'explique pas, mais il faut aller lire pour comprendre que d'autres ONG ou ASBEL, ils sont dans les droits humains, il y en a qui sont dans Et vous, vous êtes dans l'environnement, la dans la politique. santé. Nous, nous sommes dans la politique, dans la bonne gouvernance, dans le respect des textes. Félix Tshisekedi, vous le cotez combien aujourd'hui, 3 ans après, sur 10? Combien vous le cotez? Bon, je ne sais pas le côté sur 10, mais tout ce que je peux dire, c'est que son régime s'est un peu détourné, pas seulement de l'essentiel, mais de ce qui avait été sa vision du départ. Et la vision de l'UDPS en général, parce que pour l'UDPS, c'est le respect des textes. Et vous pensez que Malheureusement, il ne respecte pas le texte? non, les régimes aujourd'hui n'ont pas du tout respecté les textes. On a vécu ça avec les changements de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. On est en train maintenant de les vivre avec la désignation du président de la CENI où l'Assemblée nationale veut carrément Et s'arroger vous les mettez attributions tout ça dans de les, la société vous mettez civile. tout ça dans le bilan de Tshisekedi? Oui, parce qu'il s'agit d'un régime. Au moment où Tshisekedi passera, on ne dira pas toujours qu'à l'époque, voilà ce que Mbosso avait dit, mais on dira qu'à l'époque, sous Tshisekedi, voilà ce qui avait été fait. C'est ainsi que tous les actes de gouvernance ou de gestion pendant toute cette période, ils sont imputables au président de la République. Alors, C'est pour cette Qui raison les que la implique? C'est l'homme de la Constitution, rue ou l'intellectuel? l'intellectuel, parce que c'est pour ça la Constitution de la République a prévu que le président de la République est l'arbitre. Donc, il a un rôle à jouer dans tous les actes qui sont posés dans la vie de la nation parce que ça lui sera d'une manière ou d'une autre réprochable ou imputable. Que pensez-vous de la 4e République? Est-ce que vous pensez que c'est opportun maintenant de penser à une nouvelle République, la refonder sur des nouvelles valeurs, sur de nouvelles bases, sur définir un nouveau type de la classe politique, des nouvelles institutions, une nouvelle constitution?
voir la politique et la vie politique du Congo autrement? Vous pensez que c'est le moment d'en parler ou il faut attendre un peu? De ce point de vue, j'abonde dans les mêmes sens que le professeur Mbata, qui très souvent a vanté les mérites de notre Constitution. 15 ans après, elle se trouve être l'une des meilleures que compte l'Afrique. Si on n'a pas vécu jusque-là les mérites ou les retombées positives de cette Constitution, c'est parce qu'on ne sait vraiment pas donner la gymnastique, de la respecter formellement. Alors, je pense que les premiers exercices devraient être de défendre d'abord notre Constitution, de vivre avec elle, et ensemble se rendre compte de ses failles et envisager la 4e République. Pour nous, bien vivre avec la Constitution que nous avons passe avant la 4e République. Merci beaucoup, Maître Arlette. Merci, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et d'avoir aimé cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir dans un prochain numéro. Que la peur quitte ton esprit. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toyemani, Loyembo, Lonene, Yalisa.